la musique était enseignée au même titre que la géométrie. C'était vraiment les matières qu'on enseignait dans les premières universités. C'était autant la musique que l'astronomie, que la géométrie, par exemple. Et donc il y a longtemps eu des liens entre les deux. Un des premiers à faire ce lien, c'est Pythagore. Donc, Pythagore, vous le connaissez par le théorème de Pythagore, bien sûr. Pythagore, c'est un des premiers philosophes dits présocratiques qui a réfléchi au monde d'un point de vue rationnel. Avant, on avait les mythes qui nous expliquaient les grands événements terrestres, et puis qui faisaient les liens entre différentes forces de la nature, et puis arrivent ces premiers présocratiques qui vont essayer de rationaliser et de penser la nature d'un point de vue d'abord de l'observation, et puis par des concepts, qui vont être des concepts mathématiques. Alors Pythagore, à la différence des gens comme Thalès, là, sur la côte ionienne, qui vont vraiment penser en lien très fort avec les observations, Pythagore, il va souvent mettre avant même la réflexion mathématique, géométrique, et puis des idées de symétrie, de beauté, d'harmonie du monde. Et par exemple, on lui doit la notion de cosmos comme l'ensemble de l'univers qui englobe vraiment le tout. On lui doit, en tout cas en Occident, une des premières mentions d'une Terre sphérique, non pas parce qu'il a des preuves, c'est Aristote qui ne va pas apporter les premières preuves de la sphéricité de la Terre, mais parce que la sphère, c'est le solide parfait par excellence. Le Soleil est rond, la Lune est ronde, et donc la Terre nécessairement doit participer de cette harmonie et de cette symétrie. Et puis c'est aussi un des premiers, alors, du côté de l'Inde et des Babyloniens, on avait déjà cette idée que Vénus, par exemple, qu'on voit sous forme d'étoile du matin ou d'étoile du soir, c'était le même objet. Lui, il va vraiment insister sur cet aspect-là et montrer et s'intéresser aux planètes en général, et donc s'apercevoir notamment que Vénus, ce n'est pas deux astres différents, c'est l'étoile du berger qu'on voit le matin et le soir, mais vraiment la même planète. Et donc en s'intéressant à ce cosmos, au mouvement de la sphère céleste, lié au mouvement diurne de la rotation de la Terre, voilà cette sphère céleste qui semble faire un tour en 24 heures, on a aussi ces planètes, qu'on appelle des astres errants, qui vont avoir un mouvement légèrement différent, avec des vitesses légèrement différentes. Ces vitesses légèrement différentes vont nous montrer qu'en fait on a des révolutions avec des rythmes différents, et ces rythmes différents, il va chercher à les interpréter en termes de proportions. Et notamment, donc chez Pythagore, il y a une fascination pour les nombres en général, et puis en particulier pour les nombres rationnels, donc ces nombres qui sont le quotient, le rapport de nombres entiers, A sur B, ça c'est un nombre rationnel. Et donc il va chercher des proportions dans beaucoup de choses, notamment dans la musique. Donc il va s'intéresser, un des premiers à faire une théorie de la corde vibrante, une corde de guitare qu'on fait sonner. Si on la divise en deux, on monte d'un octave. Si on prend des rapports 3,5, des rapports 4 tiers, on va construire des cartes, des quintes. Et ça, voilà, c'est du vocabulaire musical. Et avec ces proportions de cordes vibrantes qu'on va interrompre sur différentes longueurs, on va reconstruire comme ça toutes les notes de la gamme des gammes occidentales. Et donc c'est comme ça, par exemple, qu'on va construire la gamme diatonique de cette note qu'on utilise encore aujourd'hui par ce jeu de proportions et de découpe de la corde vibrante. Et donc ces proportions, il va aussi les chercher dans les mouvements célestes, et donc essayer de voir si dans ces révolutions imbriquées des différentes planètes qui vont à des rythmes différents, voir s'il ne peut pas associer des mêmes rapports de proportions comme on a dans la... Et c'est comme ça qu'il va associer par exemple à Saturne, qui est la période de révolution la plus longue, un si grave et ainsi de suite. On va retrouver les notes de la gamme majeure au fur et à mesure qu'on va égrener les différentes planètes. Voilà, donc ça c'est le premier lien un peu direct entre musique et astronomie. Alors un autre lien, c'est quand on parle de musique des sphères, c'est une expression qu'on utilise
souvent, la notion de musique des sphères, en fait, elle nous vient du mythe d'Air, un soldat pamphilien, qui nous est raconté à la fin de la République de Platon. Donc Air, c'est un soldat qui se retrouve sur son bataille, qui apparemment est donné pour mort, et pendant une douzaine de jours, on va le laisser, on va penser qu'il est mort, et jusqu'à le mettre sur le bûcher pour se débarrasser du corps. Et en fait, il n'est pas mort, et comme il a... en fait, on lui a ouvert la porte vers le ciel, hein, il a suivi les autres morts qui, eux, étaient vraiment morts. Les dieux se disent, ben, c'est l'occasion, hein, puisqu'il le méprise là, pour le faire revenir et lui faire raconter ce qu'il a vu de ce qui se passe dans les cieux. Et ce qu'il voit, ben, c'est décrit sur cette figure-là. Donc on a les trois parts là, qui définissent la naissance, la vie, la mort des humains. Et une d'elles tient le fuseau qui gouverne en fait les mouvements du monde. Donc vous voyez ici le grand cercle des étoiles. Et puis ensuite on a une série de cercles qui représentent les différentes planètes. Et donc voilà ce qu'on lit dans la République de Platon. Les 7 cercles intérieurs accomplissent lentement une révolution contraire à celle du tout. Et de ceux-ci, celui qui va le plus vite est le 8e. Donc c'est la sphère qui porte les étoiles fixes. Et sur le haut de chacun de ces cercles se trouve une sirène, entraînée avec lui dans son mouvement circulaire, émettant un unique son, un unique ton, à partir de tout ceci qui font 8, se fait entendre un unique accord. Donc la musique des sphères, c'est un mélange de tous ces chants de sirènes qui produisent chacune une note unique associée à la révolution de la planète et qui produit un espèce d'accord divin. Voilà encore une histoire à la fois de son, de proportion, d'astronomie et de musique. Alors là, on va faire un saut dans le temps. On va retrouver un nom que vous avez sans doute déjà vu, hein, Johannes Kepler. Johannes Kepler, c'est un astronome du début du XVIIe siècle. C'est d'ailleurs plus un mathématicien qu'un astronome. Hein, c'est quelqu'un qui est un peu tout seul, qui est besogneux, qui aime bien faire des calculs compliqués. Et puis, Kepler, donc on lui doit les fameuses lois empiriques des mouvements des planètes dans le système solaire, qui sont ensuite prouvées par Newton. La première loi étant que les planètes se déplacent sur des ellipses, hein, et non pas sur des cercles. Il part de ce qu'on appelle la loi des airs, donc c'est quelque chose à voir avec la variation de vitesse des planètes sur les ellipses. Quand la planète se déplace sur l'ellipse, une ellipse a 2 foyers, l'étoile ou le soleil est un des foyers, donc il y a un moment dans l'ellipse où on est plus près de l'étoile, et ce moment où on est plus près, c'est là qu'on va le plus vite, et on ralentit quand on est à l'infini de l'autre côté. Et puis il y a la troisième loi qui est une histoire de proportion, une proportion un peu complexe, parce qu'on rajoute des puissances. Hein, le diamètre de l'orbite au cube sur le carré de la période de révolution est égal à une constante. Donc ça, c'est la troisième loi de Kepler, mais on voit que il y a l'idée d'une proportion ici. Et donc Kepler, avant d'arriver à ces lois-là, il a un peu erré, parce qu'il cherchait des solutions en essayant plusieurs. Donc par exemple, il a essayé d'imbriquer les 5 solides dits parfaits de Platon, les 5 solides réguliers, en essayant de voir si, par un jeu de solides inscrits ou circonscrits, il arrivait à reconstruire les orbites, la succession d'orbites des planètes. Donc ça s'appelait le Mysterium Cosmographicum. Donc il a cette suite de polyèdres, et dans le même temps, il a aussi essayé, comme faisait Pythagore, de trouver des rapports avec la musique et avec les écarts, les intervalles musicaux de quarte, de quinte, etc. Alors il ne trouvera pas de solution avec ces intervalles, mais par contre, quand il va se rendre compte que la vitesse varie sur l'orbite, la fameuse loi des airs, il va revenir à son idée musicale et il va interpréter la rotation, le mouvement, la révolution des planètes comme une vibration plus ou moins grave, plus ou moins aiguë, avec la vitesse de révolution de la planète. Et cette vitesse variant, eh bien, à chaque planète, il va associer une phrase musicale qui va avoir une amplitude plus ou moins grande, selon que l'amplitude de vitesse, de variation de vitesse est importante. Donc c'est pour ça que, voilà, pour Saturne, qui a une faible excentricité, une ellipse pas trop allongée, eh bien, on a ce
un petit débattement, c'est en plus une tierce. Pour Jupiter, c'est un peu pareil. On voit que pour Mercure, qui a une orbite un peu plus excentrée, un peu plus elliptique, eh bien, on a une longue phrase musicale qui monte sur un peu plus d'un octave. Pareil, pour Mars aussi, quand c'est elliptique, on a cette phrase. Voilà, donc il va de nouveau faire le lien entre le rythme de déplacement des planètes et puis la musique. Alors là, on va faire un saut un peu plus important, on va se retrouver dans l'époque moderne, et on va retrouver ce fameux pulsar que j'évoquais au début. Donc ça, ce type d'objet, ça a été découvert un peu par hasard en 1967. 1967, c'est 2 ans après l'inauguration du grand radiotélescope de la station de radioastronomie de Nancy, l'observatoire radioastronomique de Nancy, et où, à l'époque, on a Jocelyn Bell, qu'on voit ici, toute jeune, qui est en train de faire sa thèse avec un ami Anthony Rich, qui étudie la scintillation des sources célestes. Alors, la scintillation, c'est un phénomène. Salut. Un phénomène dont on a l'habitude en optique avec le rayonnement des étoiles. La scintillation, c'est dû au fait que les trajets lumineux varient dans le temps du fait de la turbulence dans l'atmosphère. C'est en fait, on n'a pas une image unique. À chaque fois, avec le temps, l'image bouge parce que le trajet est légèrement différent, parce qu'il y a un peu de turbulence. Et donc, on a l'impression que ça scintille, que ça change de luminosité. C'est juste un déplacement comme ça. Il se passe la même chose avec les sources radio. Les ondes radio, c'est de la lumière comme une autre de lumière, sauf que c'est de la lumière moins énergétique. Et Jocelyn Bell, elle étudie comment ce rayonnement radio de sources très ponctuelles, très lointaines, qu'on appelle des quasars, c'est des objets très denses, des galaxies en formation avec un trou noir central, qui sont très très brillantes et qui sont très éloignées. Et en fait, ce rayonnement passe à travers le milieu interstellaire, qui lui aussi a de la turbulence. Et donc, elle cherche à caractériser la scintillation à travers cette turbulence du milieu qui est entre les étoiles. Donc, elle cherche des variations temporelles en visant certaines régions du ciel, certains objets du ciel. Et elle va tomber un moment sur un objet qui va osciller avec une période très très régulière de 1,37 secondes. Donc là, vous avez, à l'époque, on avait une espèce de céphrame, vous voyez, on avait un rouleau avec un petit moteur et puis un petit stylet, et l'intensité du rayonnement, c'était le mouvement du stylet, et puis la rotation, c'était le temps qui passait. Et donc on traçait des graphes, non pas sur un écran, mais de cette façon-là. Et vous voyez ici, alors c'est dans l'autre sens, vous voyez que très régulièrement, on a un petit creux là qui se répète avec une période d'1,37 secondes. Et donc très rapidement, on s'est demandé est-ce que c'était pas quelque chose de défaut d'instrumentation, est-ce que c'était pas une émission terrestre voisine, etc. Et on a fini par se rendre compte que cet objet-là était vraiment dans le ciel, il se déplaçait en même temps que l'ensemble du ciel, et donc c'était une vraie source céleste. Alors, il y a un petit moment de confusion, on s'est demandé est-ce que c'était pas un signal extraterrestre. Le premier pulsar, on l'a appelé LGM1, Little Green Man 1, avec ce point d'interrogation. On a aussi envoyé un message à la reine d'Angleterre en lui disant voilà, il y a un truc pas clair. Mais rapidement, on a fouillé dans les cartons, on a déterré des articles de théoriciens un peu fous, qui n'étaient pas si fous que ça, et qui prédisaient l'existence de certaines étoiles, qu'on appelle des étoiles à neutrons, et des étoiles qui ont un très très fort champ magnétique et qui sont capables d'émettre une espèce de faisceau de rayonnement. Et dans ces articles-là, on disait aussi que si l'axe de rayonnement n'était pas le même que l'axe de rotation, eh bien l'objet en tournant faisait une espèce comme un phare au bord de la mer. Un phare, c'est jamais qu'une lentille avec un faisceau qui tourne. On n'allume pas, on n'éteint pas le phare, c'est une lentille qui tourne et qui balaye l'espace. Eh bien, le pulsar, c'est un objet comme ça. Voilà, donc on découvre les pulsars, et puis ça va donner quelques années après un prix Nobel, qui d'ailleurs a été donné à Anthony Rich alors qu'il aurait dû être donné à Jocelyn Bell. Mais depuis, on a complètement oublié Anthony Rich et on ne parle que de Jocelyn Bell. Donc il y a une justice dans ce monde d'astrophysiciens mal, on va dire. Et les choses sont en train de changer, bien heureusement. Alors, pour faire des observations d'un pulsar, il faut un radiotélescope. Vous avez une image du radiotélescope de Nancy, donc il suffit de faire 35 km vers le nord-ouest pour le voir de vos yeux. Et donc après la découverte de ce premier pulsar, eh bien, on a découvert d'autres, et puis d'autres avec des particularités, des caractères
caractéristiques très différentes. En 68, par exemple, on a découvert deux pulsars très rapides, le pulsar du Crab, parce qu'il est dans la nébuleuse du Crab, et le pulsar de Vela, parce qu'il est dans la nébuleuse de la Voile, avec des périodes, vous voyez, comparé à 1,37 secondes, là on a 33 millisecondes, et donc un objet qui fait un peu plus de 30 tours par seconde, et pareil, tu es un peu moins rapide. Et ça, c'est deux pulsars qui sont très puissants et qu'on a découvert peu de temps après, notamment parce que les théoriciens nous disaient, eh bien, un objet comme ça naît de l'explosion d'une étoile. On va revenir là-dessus. Donc on a cherché dans des restes d'explosion d'étoiles, et un des restes très connus, c'était la nébuleuse du Crab, un reste de supernova, on dit. Et donc on a trouvé de fait un pulsar dans cette direction-là. Et puis quelques années après, autre surprise, au grand télescope d'Arecibo, qui a fermé il y a 2-3 ans maintenant, suite à un accident, on a découvert des pulsars qui tournaient à de l'ordre de 1,5-2 millisecondes. Donc des objets qui font 700 tours par seconde. Vous voyez, on est en train de parler d'objets qui ont la taille d'une étoile, la masse d'une étoile, un peu plus même, entre 1,5 et 2 fois la masse du Soleil, mais qui tournent parfois à 700 tours par seconde. Voilà, donc c'est des monstres pour la physique, c'est des objets vraiment très intéressants pour ces raisons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pulsar? Bon, on va en parler maintenant. Donc voilà à quoi ça ressemble, transformé en son. Vous allez voir justement qu'on va parler de son un peu plus tard, on va faire de la musique avec ça. Vous voyez que ça nous donne une pulsation qu'on va pouvoir utiliser éventuellement. Et donc le pulsar, il est né de l'explosion d'une étoile. Vous voyez ici la nébuleuse du Crab avec les restes de l'atmosphère de l'étoile qui ont été dispersés lors de l'explosion. Et ici, quand on zoome au cœur, on voit un objet comme ça. Donc le pulsar est là. On voit son faisceau de rayonnement ici, qui va projeter des particules, non seulement du rayonnement, mais aussi des particules qui rencontrent le milieu autour. Et puis on a une nébuleuse, on dit une nébuleuse à vent de pulsar, donc qui est liée à la quantité de particules qui s'échappent en permanence du pulsar. On parle de vent, parce que c'est des particules et pas des photons, pas de la lumière, qui vont rencontrer un milieu et faire des chocs qui provoquent ces émissions lumineuses. Voilà, donc quand on fouille à l'intérieur du reste d'une supernova, en général, on trouve un pulsar qui tourne plus ou moins vite. Et vous avez ici un petit extrait de mesures qu'on obtient en ondes radio, avec le temps de gauche à droite, et on a une pulsation, puis ensuite, quand le deuxième faisceau passe, on a la deuxième, et ça se répète continuellement, de manière très stable. Donc un pulsar, c'est le reste d'une grosse étoile. Alors rapidement, ça a intéressé les musiciens, cette bête-là, parce que ça produit un espèce de rythme naturel, qui en plus, vous allez voir, il peut être modulé par le milieu interstellaire, le fait que ça traverse un milieu chargé, bien le signal il va être un peu perturbé, et donc ça va faire des espèces de variations rythmiques superposées. Et donc vous avez sans doute quelque chose que vous avez déjà vu sur des t-shirts, notamment des t-shirts de rockers en particulier. Et ce qu'on voit ici, c'est chaque tour d'un pulsar. Donc on voit le pulsar qui va, qui est un peu l'image que j'avais juste avant. On a le passage du faisceau, puis le passage du deuxième faisceau. Et bien là c'est la même chose, donc on n'a rien. On a le passage du faisceau, et puis on fait un tour complet, puis on revient, puis on a le passage du second faisceau, et ainsi de suite. Et donc ça c'est une succession du passage du faisceau devant le récepteur, d'accord, qui laisse cette empreinte à chaque fois, à chaque tour du pulsar. Voilà, donc ça, cette représentation-là, elle est très connue, parce qu'elle a donné lieu à une pochette d'album pour un groupe qui, sans doute, ne savait pas trop ce que c'était qu'un pulsar. Mais en tout cas, cette pochette d'album qu'on voit reproduite ici, en concert, elle sort d'une thèse de 71, issue d'un étudiant de Cambridge qui avait étudié à Arecibo, qui s'appelait Harold D. Kraft, qui avait étudié vraiment les pulsars en radio. Voilà, donc cet objet-là, c'est celui qui a été découvert par Jocelyn Bell, c'est 1921, c'est ses coordonnées.
Alors il y a eu d'autres expériences un peu plus tard. Donc en 89 puis en 90, et puis il y a eu quelques essais un peu plus tard aussi. Il y a un compositeur de musique contemporaine qui s'appelle Griset, qui a fait une pièce avec un ensemble de percussionnistes, des percussions de Strasbourg, qui était une pièce pour un pulsar et 5 percussionnistes, je me demande si c'était pas 7, on voit que 5 ici. Et donc où il va utiliser, alors parfois même en direct, les observations en direct de l'observation du pulsar, transformées en son, pour en faire une base rythmique sur laquelle on va rajouter des percussions. Donc ce que vous entendez derrière, c'est le rythme du pulsar, et par-dessus se superpose les performances des musiciens. Cette pièce s'appelle Le Noir de l'Étoile. Il y a eu un disque, il y a eu plusieurs représentations, je disais certaines en direct. Voilà, donc maintenant je vais juste dire un mot de comment on passe de l'un à l'autre. Hein. On parlait de pulsar et d'ondes électromagnétiques, on se retrouve avec du son. Pour vous dire qu'il y a des choses quand même communes quand on parle d'ondes, hein, et qui permettent de passer de l'une à l'autre et de faire des transformations en passant de la lumière au son ou autre chose. Donc une onde, c'est un signal qui se propage avec une certaine vitesse, un signal qui varie dans le temps, et qui se propage avec une certaine vitesse, une certaine intensité, et surtout une certaine fréquence. Et éventuellement, ce signal, il peut aussi varier au cours du temps. Alors on connaît trois grandes familles, hein, il y a 3 grandes familles d'ondes. Les ondes électromagnétiques, donc tout ce qui est lumière, ce qu'on appelle les ondes mécaniques, donc des vibrations, ce sont des vibrations de l'air, comme le son, des vibrations du sol, comme des ondes sismiques. Et puis les ondes gravitationnelles, qui ont été prédites par Einstein il y a un peu plus d'un siècle et qui ont été découvertes, observées pour la première fois récemment, en 2015, qui sont des vibrations de l'espace-temps lui-même. Je pourrais y revenir éventuellement. Et donc voilà, pour montrer qu'il y a des similitudes, la lumière, c'est une onde électromagnétique, donc c'est à la fois un champ électrique et un champ magnétique qui se déplacent à la vitesse de la lumière. C'est caractérisé par une longueur d'onde. Donc quand on parle du spectre électromagnétique, les plus grandes longueurs d'onde, c'est le domaine des ondes radio, mais on a toutes les autres gammes de longueurs d'onde ou de fréquences qui passent par les infrarouges, le visible, les ultraviolets jusqu'aux rayons gamma, et les astronomes, les astrophysiciens utilisent tous ces types de rayonnements avec différents récepteurs, bien sûr, parce que l'œil voit le visible, le radiotélescope, ça voit les ondes radio, et bien il faut un détecteur spécialisé pour observer en gamma ou en rayons X. Dans le cas de la lumière, la fréquence, ça représente plutôt une couleur, d'accord ? Et ou bien ça peut être éventuellement lié aussi à certaines caractéristiques spectrales liées à la structure atomique qui a produit le rayonnement. Et je vous donne en bas, je vous montre en bas ce qu'on appelle un spectre dynamique. Et vous allez voir que la différence, il n'y a pas de différence entre spectre dynamique et ce qu'on appelle un fichier son, finalement, qui est un diagramme où on a une fréquence et un temps, ici. Et donc, une fréquence qui varie dans le temps, par exemple, un morceau de musique, une suite de notes de fréquences différentes, c'est un spectre dynamique, un ensemble de fréquences qui varient dans le temps. Et donc là, vous avez l'émission, par exemple, qu'on observe au-dessus de Jupiter, liée à ce qu'on appelle au phénomène des aurores, c'est-à-dire des particules chargées qui viennent du vent solaire, qui viennent du Soleil ou qui viennent de Io, un de ses satellites, et qui sont piégées dans le champ magnétique de la planète et accélérées, et qui font un rayonnement qu'on observe en ondes radio. Donc voilà, les aurores de Jupiter. Juste pour montrer qu'il y a des similitudes, hein, une onde sonore, c'est des couches de gaz qui sont compressées et qui vont venir, qui ont été émises par un haut-parleur ou par un instrument de musique et qui vont frapper le tympan et produire un son qu'on interprète avec notre cerveau. Donc c'est une onde dite mécanique, parce que c'est un milieu qu'on comprime. Et si on présente maintenant l'équivalent d'un spectre dynamique, fréquence-temps, eh bien, si je prends là une note, une autre, vous allez voir qu'on va aussi dessiner des choses dans ce plan temps-fréquence qui peuvent ressembler à ce qu'on avait sur la diapo d'avant quand on parlait de Jupiter. Ici, vous avez un enregistrement du merle bleu. Vous voyez les stries du merle qui chante un peu dans le grave et puis qui a des montées dans les aigus comme ça, puis qui change de registre.
ça ressemble vraiment à ce qu'on avait là. Donc on peut vraiment passer de l'un à l'autre, et puis on peut s'amuser à passer de l'un à l'autre. Et puis les dernières nées, on va dire, au niveau observationnel, c'est les fameuses ondes gravitationnelles, qui sont des déformations de l'espace-temps lui-même. Alors ça vient de la définition de la gravitation par Einstein. Einstein nous dit la gravitation, c'est pas une force magique qui agit à distance, comme chez Newton, instantanément, voilà, les masses s'attirent de manière instantanée et magique. Il nous dit le phénomène de gravitation, il est lié à la déformation de l'espace par les masses elles-mêmes. Une masse, ça fait une espèce de dépression, de creux dans l'espace, qui fait que au voisinage de cette masse, eh bien, il n'y a pas 36 trajectoires possibles. Et donc les masses déforment l'espace. Et vous voyez que si j'ai une masse qui déforme l'espace et que je l'agite, eh bien, cette agitation va agiter aussi l'espace que j'ai déformé autour. Et donc ça crée aussi une onde qui se déplace aussi à la vitesse de la lumière et qu'on peut éventuellement mesurer. Alors comment on va la mesurer? On va la mesurer avec le principe, c'est on a le mètre étalon qui normalement il ne bouge pas, il fait 1 mètre. Sauf que quand l'espace-temps est perturbé et passe par mon mètre étalon, il va être un petit peu plus court ou un petit peu plus long. Et donc c'est comme ça qu'on va détecter des ondes gravitationnelles. Alors la difficulté, c'est que sur un mètre étalon qui n'est pas 1 mètre mais qui fait quelques kilomètres, eh bien la petite variation est fait de l'ordre de plus petite qu'un proton, donc une particule qui constitue l'atome. Donc c'est très très difficile à mesurer, c'est pour ça qu'on a mis très longtemps. Et ça a enfin été observé il y a quelques années lors de la fusion, par exemple, de 2 trous noirs. Donc on a 2 masses très très compactes qui tournent l'une autour de l'autre et qui finissent par fusionner. Donc c'est ce qu'on voit ici. On a donc 2 trous noirs qui vont être en orbite l'un autour de l'autre, donc ça fait cette espèce de sinusoïde, et ça va s'accélérer jusqu'à la fusion qui a lieu ici. Et ce qu'on observe, on retrouve ce plan en fréquence et ce spectre dynamique, on voit ici, on a quelque chose qui va être un peu avec une fréquence basse, et puis qui va augmenter. Si je traduisais ça en son, ça ferait un 8, comme ça. Donc on a de nouveau ce lien avec le son possible. Voilà, donc on va revenir sur l'objet pulsar. Peut-être juste pour rappeler d'où ça vient, les étoiles, c'est au départ une sphère de gaz qui se comprime. La pression résiste, mais ne radie pas suffisamment si la masse est très forte. Donc là, on va comprimer ce nuage de gaz jusqu'au point où, dans son cœur, la température va être telle qu'on va démarrer des réactions dites de fusion thermonucléaire. Ce gaz, au départ, c'est essentiellement de l'hydrogène. La pression augmentant, la température augmentant, on va passer un seuil, on va être capable de fusionner des noyaux d'hydrogène et les transformer en noyaux d'hélium. Et en fait, les étoiles elles-mêmes, c'est des réacteurs thermonucléaires. Et si l'univers au départ était fait que d'hydrogène et d'hélium, tous les matériaux que vous voyez autour de vous, vous-même, vos cellules, elles ont été produites dans les étoiles. Avant les étoiles, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. Dès que c'est plus compliqué, dès que c'est un élément plus lourd, ça a été fabriqué dans une étoile. Et donc les étoiles, ces réacteurs thermonucléaires, vont fabriquer dans leur cœur ces différents éléments et produire de l'énergie. C'est pour ça que l'étoile brille, c'est par ce phénomène de fusion thermonucléaire. Et donc vous voyez là, dans un champ d'étoiles, qu'il y a différents types d'étoiles. Il y en a des petites, il y en a qui sont structurées, placées ensemble comme dans un amas globulaire qui est relativement lointain. Puis là, vous avez au premier plan un amas d'étoiles plus jeunes, qui sont aussi avec une teinte légèrement différente, légèrement bleutée, qui sont des étoiles très chaudes, et plutôt des étoiles jeunes et massives, qui sont vraiment en plein dans cet épisode de fusion thermonucléaire débridée. Et les plus grosses de ces étoiles vont finir de manière catastrophique, parce que les réactions thermonucléaires vont s'emballer, les couches externes l'étoile va exploser en fait, et le cœur va s'effondrer. Et donc ce cœur qui s'effondre, vous avez un schéma ici de différentes tailles d'étoiles, avec leur évolution dans le temps. Vous voyez qu'une étoile, par exemple comme le Soleil, alors, au niveau du temps, il va se passer de l'ordre de 10 milliards d'années dans le stade actuel du Soleil, et puis à un moment donné, le cœur du Soleil qui va s'être transformé en hélium va se condenser un peu, mais ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas de fusion de l'hélium en carbone, en oxygène, en éléments plus complexes. Et puis donc le cœur du Soleil va donner ce qu'on appelle une naine blanche, une étoile très compacte, assez chaude, qui aura la taille de la Terre. Et puis l'enveloppe va s'étendre autour et va former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Quand on est une étoile plus massive, de l'ordre de 10 fois la masse du Soleil,
eh bien, c'est beaucoup plus catastrophique. Donc très rapidement, en fait, on va passer là en quelques dizaines de millions d'années, non pas 10 milliards, on va se retrouver dans ce stade de géante où le cœur s'est effondré et l'enveloppe croît, et on va avoir explosion de l'étoile et formation de ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Donc au cœur de l'étoile, la masse qui reste fait 1,5 ou 2 fois la masse du Soleil, va s'effondrer sur elle-même, mais va rencontrer une résistance au moment où on va avoir cassé les particules, on va avoir cassé les noyaux d'atomes, on n'aura plus que des protons et des neutrons qui vont rapidement se transformer uniquement en neutrons, parce que c'est trop dense pour que les deux types de particules coexistent. Et on va former un état éventuellement stable. Alors si c'était encore plus massif, ça pourrait s'effondrer encore et donner ce qu'on appelle un trou noir. Mais là, on forme une étoile à neutrons, et c'est cette étoile à neutrons qui va donner le fameux pulsar. Donc c'est un objet qui au départ, comme le Soleil, tournait en 28 jours, quelques dizaines de jours, et va se mettre à tourner très très vite. Ça c'est le fait qu'on appelle ça la conservation du moment cinétique. Quand on a un petit peu de rotation et puis qu'on comprime quelque chose, vous voyez le danseur ou la danseuse sur glace qui tourne doucement, puis il plie les bras et d'un seul coup il tourne comme une toupie. Donc ça c'est vraiment un phénomène physique connu. Et donc on va avoir une étoile qui va tourner extrêmement vite. Il se trouve que dans cette compression, elle va garder son champ magnétique, qui va être tellement confiné qu'il va être aussi beaucoup plus fort à la surface de l'étoile. Et c'est ce champ magnétique qui va accélérer les particules et provoquer ce rayonnement le long des faisceaux de l'étoile. Voilà, donc un petit récapitulatif, une étoile qui explose, un reste ici, au moment de l'explosion de l'étoile, qui forme une étoile à neutrons. Et la fameuse nébuleuse du crabe dont je parlais, on peut l'observer avec un bon petit télescope amateur. C'est juste entre les deux cornes du taureau, dans cette zone-là. Et donc on devine cette forme un peu de crabe chinois dans la forme de la nébule. Voilà, donc l'étoile à neutrons, elle ressemble à ça. Donc c'est un objet qui est très dense, 150 millions de tonnes par centimètre cube. Vous voyez, c'est pratiquement la densité d'un noyau d'atome. Ça fait un peu plus de la masse du Soleil, ça fait tout seulement 12 km de rayon. Donc vous imaginez, le Soleil comprimé dans 12 km. Et puis une température de surface extrême de 600 000 degrés. Et le champ magnétique fait qu'on a du rayonnement de très haute énergie, des rayons X ou des rayons gamma qui sont produits à l'endroit où les lignes de champ se cassent, ici avec la rotation. Et puis on a le long des pôles magnétiques de l'accélération aussi de particules qui va produire le fameux rayonnement radio qu'on peut mesurer avec un radiotélescope. Voilà, donc c'est là que viennent ces deux faisceaux radio qui balaient l'espace et que nous on va pouvoir mesurer de manière régulière avec un radiotélescope comme celui-là. Donc quand on fait une observation de pulsar, eh bien ce qu'on mesure c'est en fonction du temps le passage clac, 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 clac de chaque faisceau. Et après il y a plein d'applications de physique à faire autour de à la fois la forme du faisceau pour comprendre les mécanismes d'émission et puis dans la régularité de la rotation, ça nous donne plein de clés aussi pour tester la physique fondamentale et les théories de la gravitation par exemple. Alors des pulsars, on en connaît à peu près 3000 aujourd'hui. La plupart sont dans le plan de la Voie lactée, donc le plan de notre galaxie qui contient la plupart des étoiles et puis la plupart des étoiles jeunes en formation, puisque pour voir un pulsar, c'est peu après l'explosion de l'étoile, et le pulsar va tourner très vite avec son champ magnétique, donc produire ce rayonnement, et puis il va ralentir et puis il va s'éteindre au bout d'un moment. Donc on le voit quand même pas loin du lieu de formation des étoiles, c'est-à-dire proche du plan galactique. Là vous avez une projection sur le ciel de la population des étoiles, c'est un peu une espèce de planisphère. Là je vous ai remis une image de tout le ciel où on voit bien la Voie lactée ici. Et puis là une carte vue de la Voie lactée vue de dessus, avec la position du Soleil qui est excentrée par rapport au centre, et puis la distribution des pulsars en noir, et puis en rouge c'est des pulsars connus, en noir c'est une simulation. Et puis là il y a un trou parce que c'est fait dans l'hémisphère nord, et on a un petit bout de la sphère céleste qu'on a pas vu. Voilà, et ça c'est pour vous redonner un peu une image de comment se représente la Voie lactée. Donc vous voyez que nous on est en périphérie, alors ici c'est à l'envers, ici, donc le Soleil est plutôt par là, et donc on sait qu'il y a une population de pulsars à peu près partout dans le plan de la Voie lactée. Alors une autre chose intéressante que j'ai mentionné déjà tout à l'heure, c'est qu'il y a des pulsars qui tournent extrêmement vite, qu'on appelle ces fameux pulsars millisecondes. Et quand on regarde la période en secondes,
et qu'on retrace un diagramme qu'on appelle un histogramme, donc le nombre d'objets pour une période donnée, on s'aperçoit qu'il y a une grosse partie de la population qui est autour de 1 seconde, en gros, ou un peu moins, et puis il y a une petite partie qui est bien séparée, qui tourne extrêmement vite de l'ordre de la milliseconde. Donc il a fallu comprendre comment ça se fait qu'on avait 2 populations, est-ce que ça venait d'étoiles différentes, de situations d'explosion différentes, par exemple. Et en fait, on s'est aperçu que c'était lié à l'évolution d'une étoile. En fait, le pulsar, quand il naît, il est plutôt dans la première population, donc il naît avec, comme le crabe, 33 millisecondes, et puis il ralentit au fur et à mesure jusqu'à atteindre 1 seconde ou quelques secondes. Mais s'il y a un compagnon, s'il y a une autre étoile qui va évoluer dans le temps, il peut y avoir un transfert de masse qui le réaccélère. Et comme avec le temps, la structure de l'étoile à neutrons s'est cristallisée, donc il est beaucoup plus stable, il est beaucoup plus robuste, il se déforme beaucoup moins, sa rotation va être aussi beaucoup plus stable. Et donc en accrétant de la matière, c'est ce qu'on montre ici, donc on a ici une étoile à neutrons qui s'était éteinte avec le temps, et qui va se rallumer en gagnant de la vitesse de rotation, c'est le fameux effet dynamo qui produit le rayonnement qui se met en route. Et donc au cœur, on a cette étoile qui va se mettre à tourner vraiment de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'on puisse à peine deviner la période de rotation. Donc vous imaginez là que si j'avais un rythme clac, 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 à la fin on a quasiment une note. Là, il y a une note, ça va nous intéresser aussi. Voilà, donc quelques exemples. PSR 0,329 plus 54, donc ça c'est des coordonnées. Un pulsar qui tourne à 0,7 secondes, un pulsar plutôt très brillant. Vous voyez donc le profil du passage du faisceau. Là on mesure le temps va de gauche à droite, et puis sur le télescope on voit arriver hop, le faisceau, puis ensuite il disparaît. Et voici ce que ça donne quand on transforme en son. Voilà, une espèce de battement de cœur. Un autre exemple, un peu plus rapide, 0,355 plus 54. Le pulsar qui est aussi très utilisé parce qu'il est très brillant. Une autre texture, vous voyez qu'il y a même au niveau timbre, il y a des choses qui changent, hein, parce que ça, voilà, c'est lié à. Le fait qu'on a un double pic, ça change un peu la texture du son. Un autre exemple qui est intéressant celui-là parce que, alors, c'est un peu comme le t-shirt de Joy Division, là. À chaque fois on voit un tour ici, et puis c'est le tour d'après, puis ça c'est le faisceau qu'on voit, et on voit que le faisceau varie au cours du temps. Ça c'est dû au passage à travers le milieu interstellaire qui va perturber le trajet du faisceau. Alors là, au niveau du son, c'est pas très joli, et vous voyez que ça fluctue. On retrouve la fameuse scintillation dont je parlais tout à l'heure. Et donc cette scintillation, sur ce rythme très, très régulier, tac, 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 met des variations d'intensité qui fait qu'on module. Et finalement, on a un espèce de rythme modulé aussi, qui commence à ressembler aussi à un rythme de percussion qui est un peu. Mais non, c'est pas beau, c'est des clics. Donc c'est là qu'il va falloir un musicien pour travailler avec ça et changer ces sons-là pour en faire des trucs jolis qu'on puisse utiliser. Alors un autre exemple, Vela, dont je parlais tout à l'heure, très rapide. Et puis les plus rapides. Donc là, vous avez l'amas globulaire, un amas qui compte quelques centaines de milliers d'étoiles, qui est dans l'hémisphère sud, et dans lequel on a découvert, c'est celui où on connaît le plus de pulsars au même endroit, où on a, je ne sais plus, une trentaine de pulsars, là, une access de 3, 5, 25 de représenter. Et donc, comme c'est des pulsars millisecondes, ceux-là, bah, ils vont plutôt produire des notes. Voilà, quand on observe des pulsars, on a ces superpositions à la fois de notes ou de rythmes, et c'est ça qu'on va essayer un peu de reproduire dans la musique. Là, je passerai bien la parole à Patrick Sintès. Patrick Sintès qui aime bien jouer avec les sons, qui se trouve être aussi astronome amateur chevronné, et qui va vous expliquer un peu comment on est passé de ces fameux clac, 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 clac à des choses un peu plus utilisables par la suite. Voilà, donc l'idée principale, c'est d'utiliser des outils dont on dispose aujourd'hui, des outils qu'utilisent les musiciens pour pouvoir adapter au mieux ces sons, pour les rendre, les enrichir, les déformer, et puis les utiliser après pour les combiner avec des instruments de musique. Alors, l'outil principal que j'ai utilisé là, pour la partie musique que vous avez entendu
entendre ce soir, c'est ce qu'on appelle un échantillonneur. Un échantillonneur, c'est à la base, c'est une sorte d'enregistreur numérique. C'est ce qui a été, qui a commencé à se démocratiser dans les années 80 à peu près, qui permettait d'enregistrer des notes d'un instrument de musique pour pouvoir les réutiliser avec un autre en fait. C'est-à-dire qu'on enregistrait par exemple une note de piano et on pouvait la restituer à partir de n'importe quoi en fait. C'était ça l'idée. Alors avec cet appareil, j'ai enregistré par exemple ça va donner des sons comme ça, cet instrument-là. C'est un enregistrement que j'ai fait. Bon, alors pourquoi je parle d'échantillon? Parce que vous voyez que j'ai enregistré juste une note avec un petit effet de tri rigolo. Et après, vous l'entendez continuellement. Et puis un autre. La même note. Voilà, il boucle automatiquement. Un ocarina, c'est une espèce d'instrument avant, là, il est en terre cuite celui-là. C'est un petit jouet que j'ai ramené de Chine, je me suis amusé avec. Alors évidemment, comme je ne sais pas du tout en jouer, le son est vraiment très, très brut. Voilà. Alors j'ai réalisé enregistré plusieurs notes comme ça successivement. Et après, ça permet de jouer avec, là-dessus, j'ai des touches, là vous voyez sans doute pas, mais j'ai quelques petites touches qui permettent de... Vous voyez, on peut comme ça... j'ai d'autres phrases avec celui-là. Un autre, c'est toujours le même. C'est un pipa, ça s'appelle. C'est un instrument à cordes chinois. Voyez, alors c'est un enregistrement que j'ai réalisé, mais la mini-pièce que vous venez d'entendre, je serais évidemment totalement incapable de la faire sur un pipa, puisque là c'est vraiment quelques échantillons qui ont été préparés, et je ne pourrais jamais jouer aussi vite que ça sur le... Ou faire plusieurs notes en même temps. Bon voilà, un petit peu l'idée principale de l'échantillonneur au départ. Alors après... notamment par rapport aux pulsars, pour les rendre plus esthétiques, les sons de pulsars, on va leur appliquer des filtres. Donc là, on rentre dans des effets, certains que vous connaissez probablement, qui sont parfois inspirés de la nature. C'est-à-dire que je vais vous remettre un pulsar. Voilà, pulsar brut. Donc c'est un échantillon qui a été mis en boucle de la même manière. Et à partir de là, je peux par exemple le mettre dans un espace immense. Et il commence à disparaître. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la réverbération, c'est-à-dire on imagine qu'on est dans un espace immense, le Grand Canyon du Colorado, la basilique Saint-Pierre de Rome, voilà. On restitue un petit peu ces effets naturels, quelque part. On pourrait y mettre un effet d'écho également, je vous en mets un autre. Une espèce de répétition, c'est voilà, on peut appliquer des filtres un petit peu comme celui-là est amusant. Là, cet effet-là, il permet de dégager vraiment beaucoup de ce qu'on appelle des sons harmoniques, des sons secondaires, et du coup, le timbre prend vraiment une ampleur. Un petit peu comme un effet de chœur. Vous savez, par exemple, c'est pareil, c'est encore un effet acoustique au départ qui vient d'effets naturels, acoustiques. Ce qu'on appelle un effet de chœur, c'est quand plusieurs personnes chantent ensemble dans une chorale. On a un son qui commence, qui devient beaucoup plus riche, beaucoup plus large.
De même, si vous écoutez quelqu'un jouer devant vous du violon et vous allez mettre 10 personnes qui jouent la même chose, vous allez avoir un son qui va vraiment s'adoucir, devenir beaucoup plus moelleux, riche en harmonie. Voilà, c'est ça, c'est des effets comme ça en fait. Voilà, donc à partir de certains pulsars que j'ai un petit peu sélectionnés, ils ont été travaillés avec l'échantillonneur, avec cet outil donc. Puis après, ça sert de base à des compositions qu'on a créées un petit peu là, autour de ça. Et donc on va vous interpréter là ce soir 4 pièces. Longtemps, ce fut l'été. Une étoile immobile dominait les soleils tournants. L'été de nuit portait l'été de jour dans ses mains de lumière, et nous nous parlions bas, en feuillage de nuit. L'étoile indifférente et l'étrave et le clair chemin de l'une à l'autre en eau et ciel tranquille. Tout ce qui bougeait comme un vaisseau qui tourne et glisse et ne sait plus son âme dans la nuit.
Sous la feuille, dans la fleur qui s'entr'ouvre, où le fruit que l'on cueille grouille la vie, au fond des eaux, en haut des airs. Et maintenant, veux-tu que les astres déserts, lorsque de se peupler, tous les cieux sont avides, coulent dans l'infini, comme des berceaux vides?
douceur lumineuse, des blancs ruisseaux de Chanaan et des corps blancs des amoureuses. Nageurs morts, survivons-nous d'un ton cours vers d'autres nébuleuses? Les démons du hasard, selon le chant du firmament, nous mènent à son perdu. Leurs violons font danser notre race humaine sur la descente à reculons. Destins impénétrables, rois secoués par la folie et ses grelottantes étoiles, de fausses femmes dans vos lits, au désert que l'histoire accable.
Montez tous à la fois, océan irrité. Astres, détachez-vous des cieux épouvantés. Et vous, forme de l'être à jamais disparu, gigantesque débris que heurtaient les charrues, pressez-vous sur la terre dans vos lits poudreux. Faites-vous une place, ô frères monstrueux.
histoires, puisqu'elle nous a raconté de belles histoires dans les textes que vous avez pu entendre, c'est Marion Paquier. Jean-Baptiste Cuneau au corps et au didgeridoo, c'est un didgeridoo compact de voyage. Gilles Leroux, bien sûr, aux percussions digitales, orientales. Synthèse à la mini-basse ou la basse soprano, Basse soprano, ce qui est aux une échantillonneurs et autres sons électroniques. Ce qu'on nous a pas dit, c'est que les textes, en fait, ils sont issus d'une anthologie de la poésie astronomique qui relate des textes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc c'est quelques textes choisis par Marion, et ce livre, en fait, il a été écrit par un collègue qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, qui a plusieurs cordes à son arc, notamment il est poète, il est aussi musicien, et donc il a fait cette anthologie de la poésie astronomique dans laquelle on a puisé pour ce soir. Voilà, et là on a terminé.